What's up la gang, content de vous retrouver pour un nouvel épisode de Success Factory. C'est un Storytelling Master pro du email marketing et du e-commerce. On reçoit cette semaine Thierry Lorfis, consultant en marketing numérique pour les e-commerce. Vous allez entendre quelqu'un qui a clairement le souci du détail, qui s'éduque continuellement en fait pour comprendre comment les micro-détails, autant les micro-détails sur le plan psychologique, en fait sur le comportement du consommateur, devrais-je dire, que les micro-détails dans l'exécution. Comment ces micro-détails-là contribuent à améliorer les résultats, autant pour maximiser les clics que les ventes. Si vous voulez un maître des best practices du e-commerce, du email marketing et que vous voulez des trucs concrets pour les mettre en application, laissez-vous emporter dans cette écoute et vous ne serez pas déçus. Thierry, c'était un plaisir de te recevoir, mon ami. Je laisse nos auditeurs se régaler des insights que tu as fait ressortir dans cette superbe conversation. Chers auditeurs, bonne écoute. Cheers. L'université, tu vas aller chercher le réseau. Et ça, c'est quelque chose que c'est dans le milieu des affaires, que tu sois à ton compte ou que tu veuilles être sur le marché du travail, avoir un bon réseau, ça aide grandement. Donc, autant, il y en a peut-être qui vont peut-être dépenser pour les réseauter. Moi, j'avoue que l'université, je me dis, bon, c'est une bonne façon de réseauter. Rencontrer surtout, il y a beaucoup de professeurs à l'université qui parfois ont des agences. Donc, parfois aussi, ça peut devenir que des relations entre prof-élèves deviennent aussi une relation entre professeurs, justement, quelqu'un qui me confie des mandats. Donc, ça, c'est déjà arrivé aussi. Donc, moi, c'est comme ça que je le vois à ce niveau-là. Donc, l'université a encore sa place jusqu'à un certain point parce que c'est sûr que tu apprends à apprendre rapidement. Donc, c'est ça que l'université t'apprend fondamentalement. Puis, les schémas d'apprentissage que j'ai eus au cycle supérieur, ben là, je les applique aussi quand vient le temps d'apprendre des nouvelles compétences en marketing. Quand tu as eu à apprendre sur le tas, quand tu étais groupe, j'ai oublié, Bellon Prestige. Bellon Prestige, qu'est-ce que tu t'es éduqué sur quoi, mettons, puis c'était quelle plateforme que tu allais t'éduquer dessus? Je te dirais, c'est pas mal tout. Donc, autant, tu sais, analytique de base, Google Ads, Facebook Ads, c'était vraiment tout vu que je gérais comme 360 au complet. Donc, en vrai, moi, au début, je commençais avec tout ce qui était SEMrush Academy pour apprendre le SEO, la tranchée de Olivier Lambert. Puis j'avoue que les vidéos de David Grégoire aussi, là, sa chaîne YouTube, ça m'aidait énormément pour apprendre la base. Puis éventuellement, au fur et à mesure que j'avançais, c'est là que j'ai commencé à investir dans des formations qui sont payantes. Lesquelles? Ouf, là, j'en ai tellement. Top 3. Ok, en email marketing, j'ai la formation de Boyuan Zhao. Là, je suis pas sûr si je prononce bien son nom, mais ça m'aide énormément pour structurer mon service de email marketing. Là, en ce moment, je suis aussi en train d'apprendre TikTok Ads pour juste comprendre comment scripter TikTok, vu que je pense que c'est une compétence que je pense qu'on doit tous avoir, là, même si on parle tout le temps de ChatGPT, de Social Savannah, que là, je suis en train d'apprendre là-dessus, puis Facebook Ads, Théo Lyon, la fabrique à brut, ça aussi, je trouve que ça aide énormément. Donc là, c'est sûr que là, j'ai parlé de plusieurs trucs, là, et c'est sûr que, honnêtement, j'ai dépensé pour des milliers, pas dire presque dizaines de milliers de dollars en formation. Donc là, j'en ai beaucoup aussi sur le sujet, là. La question qui tue, is it worth it? Je te dirais, ça dépend. Si tu es prêt à les mettre en application, oui. Si tu fais juste l'acheter et que tu ne les touches pas, non. Moi, mettons, comment j'apprends, c'est vraiment, j'achète la formation, je trouve quelqu'un avec qui je peux essayer ça à petit prix, j'applique le plus possible. Donc, tu sais, je fais mes erreurs, puis tu sais, je le dis à la personne, comme peut-être, tu sais, je le fais pas la première fois, ou tu sais, je suis pas non plus super expérimenté, puis ensuite, ben là, je vois mon amélioration. C'est un exemple, j'avais acheté la formation de copywriting d'Alex Martel. Donc après, première page de vente, bon, je l'ai vendu à un prix qui était indécent. Éventuellement, mais tu sais, c'est comme ça que tu sais, j'ai appris, puis au fur et à mesure, ben, ok, je vois des gens, je les aide parfois justement avec le copywriting, donc j'applique de plus en plus. L'idée, c'est juste que tu sais, plus j'applique ça rapidement, plus je commence à développer les schémas dans le cerveau, à dire, ok, ben là maintenant, je suis capable d'identifier c'est quoi les problèmes dans un texte et bien le mettre en place. Parfait. Retournons un peu à ta carrière. Donc, premier emploi directeur marketing, groupe Bellon Prestige. Comment tu passes du 360 au email marketing spécifiquement? Là, ça, je t'avoue, c'est plus avec les vidéos de David Grégoire. En gros, pour mettre en contexte, chez Bellon, en fait, là où je travaillais, il y avait 4 marques. Il y en avait une qui s'appelait Le Balconnier et j'avais un budget qui était minuscule. Donc, tu sais, je voulais bien faire de la publicité, mais avec 2000 $ que je peux mettre sur une année, tu peux pas faire grand-chose. Donc là, c'est comme ça que je me suis dit, OK, il faut que j'apprenne l'email marketing. Au début, ben, tu sais, j'ai fait mes essais-erreurs avec des infolettes qui étaient pas super bonnes. Au fur et à mesure que j'envoyais chaque semaine, je me suis amélioré. Et là, en fait, pendant la première vague de la COVID, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été mis à pied. Donc là, j'étais sans emploi.
Heureusement, j'avais quand même tiré sur LinkedIn et je me fais approcher par Alex Corbasson de la Fusée, justement, qui m'a approché, m'a dit, regarde, on a un cours d'email marketing, on aimerait que tu le donnes. Donc, tu sais, je n'étais pas expert en 2020. C'est sûr que, tu sais, j'ai mis aussi beaucoup de temps à m'améliorer pour pouvoir l'enseigner. Vu que là, j'avais pas d'emploi, je me dis, ben, regarde, je prends cette opportunité-là, je veux pas non plus rester sans argent. Et là, au fur et à mesure que, tu sais, j'ai enseigné l'email marketing et aussi que j'ai commencé à prendre plus de mandats, mais c'est là que je me suis aussi amélioré, puis je me suis formé là-dessus. Donc, peut-être pas un choix et plus une décision prise parce que tu étais coincé dans la situation. Ouais. Et finalement, tu t'es rendu compte que le email marketing, c'était une mine d'or pour des compagnies. Tu as affirmé dans une autre entrevue que les commerces digitaux dorment sur des milliers de dollars. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ça, c'est un truc que j'ai remarqué. Il y a beaucoup d'entreprises qui, tu sais, parfois, ils viennent me voir, j'ai besoin de faire de la publicité. Et là, je leur pose la question, t'as combien de courriels? Ils me disent, ah ben, tu sais, j'ai des milliers de courriels, mais j'ai envoyé aucun message. Alors que, c'est la réalité depuis 2020, le coût de la publicité, il a explosé. Donc là, c'est sûr que selon les études, parfois on parle de 70 ou même parfois plus que 100% sur les différentes plateformes. Donc, aller chercher de nouveaux clients, c'est beaucoup plus coûteux. Là, en ce moment, on est en 2023, donc là, on est aussi plus si on joue plus safe avec notre argent, donc on donne pas notre argent à n'importe qui, donc les gens sont quand même beaucoup plus consciencieux. Par contre, tu as des gens, souvent, tu sais, qui sont intéressés envers ton offre, qui veulent en savoir plus sur toi, qui t'ont donné leur consentement avec leur courriel, mais pourtant, tu ne communiques pas avec eux. Et pourtant, mais quand on envoie un message à ces gens-là à dire, mais regarde, voici les nouveaux produits, voici en même temps comment bien utiliser les nouveaux articles, ben souvent, ça peut résulter justement en des milliers de dollars en vente, et même ça peut aider pour justement aller chercher du social proof pour ton entreprise. Si maintenant, as-tu des histoires de succès, tu peux nous raconter de t'as fait un courriel puis ça a généré tel nombre d'argent ou tel nombre de leads ou tel nombre de conversions, mettons? Ouais, j'ai une entreprise avec laquelle j'ai travaillé en fait en fin d'année 2022. Pour mettre en contexte, elle avait des dizaines de milliers de courriels. C'est envoyait parfois des infolettes, mais ça n'allait pas plus loin que ça. Donc la première chose qu'on a fait, c'est déjà j'ai mis en place les automatisations. Donc ça a pris, mettons, on va dire 2-3 semaines, on a mis ça en place et directement, on voit une augmentation de 13% sur son chiffre d'affaires et même dans les taux de conversion, on allait chercher quand même un point de pourcentage de plus en conversion. Donc juste pour mettre en contexte, là, pour mettre ça un peu plus Oui. présentable c'est quand on parle de taux de conversion, c'est à savoir que pour 100 personnes qui venaient, habituellement, on pouvait peut-être aller chercher 2 personnes qui allaient acheter, mais là, au contraire, on est allé chercher une personne de plus. Donc 3% en taux de conversion. Et en plus, pour son Black Friday, elle, en ce moment, elle n'avait pas encore de compte publicitaire. Et bon, dans le contexte, en fait, j'en avais pas eu le temps non plus de mettre en place toute la publicité et tout. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris justement ces milliers de personnes-là qui étaient dans la base de courriel, on a fait l'offre, on a envoyé 2 messages. Un premier message pour dire, regarde, prépare-toi, il y a ton Black Friday qui se prépare, il y a une belle offre pour toi, donc tu sais, prépare ton panier. Deuxième message, le jour du Black Friday, ben là, directement, on est allé chercher au-dessus de 50 000 dollars en vente, et ça, c'était sans Ouf. aucun dollar en publicité. Très good. Très bon. Quand même, c'est fou, là. C'est la première fois que j'entends ça en passant de faire comme une préparation de prépare ton panier. J'adore ça. C'est quand même créatif Puis en plus, ce qu'on voit nous, on est plus spécialisé en pub chez Wavency. Puis ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui add to cart sans acheter. Fait genre, de comme abuser ça en disant, là c'est le temps de add to cart, là. Puis attends demain, là. Puis ça va être, c'est très cool. C'est très, très cool. Euh, une question que je me fais souvent poser ou que par rapport au mail marketing, là, pas qu'on offre ce service-là tant que ça, mais quand même, il y a cette question-là qui est comme qui plane de c'est quoi le bon rythme de courriel. J'ai pas ou la phrase que j'entends souvent, j'ai pas le goût d'abuser bon, mes clients que j'ai en infolette. C'est quoi le bon rythme de, provenant d'un expert de email marketing? C'est quoi le bon rythme de courriel? La réponse, c'est ça dépend de tes ressources. Ça dépend aussi de tu sais, l'industrie et la région dans laquelle tu es. Je vais donner un exemple. Toutes les formations, mettons, que je suis, souvent, c'est des marketeurs américains ou même parfois en Europe qui vont te dire envoie 1 à 2 infolettes par semaine. Ce qui est un bon rythme, oui. Par contre, c'est sûr que le marché québécois, on a une particularité, on est quand même beaucoup plus petit. Et surtout, tu sais, les gens sont quand même beaucoup plus sensibles aux communications venant de marques. Tu sais, donc, je peux pas dire à quelqu'un, mais tu sais, envoie 2, 3 infolettes par semaine. Au Québec, les gens vont sentir, vont dire, OK, ben là, t'abuses un peu, là. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment aller
Si tu es capable une fois par semaine, c'est bon. Tu peux aller aux 2 semaines. Par contre, il faut t'assurer que, un, tu sois pertinent. Donc là-dessus, moi, ce que je recommande, c'est d'avoir un calendrier éditorial, un peu comme avec les réseaux sociaux. C'est fais-toi un calendrier avec toutes les publications, les événements spéciaux. Ben, même chose, tu fais ça pour ton infolettre. Et le truc en termes de ressources, à savoir à quel point tu veux que tes infolettres soient belles. Parce qu'on parle toujours de l'aspect, on va dire, graphique. Et il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des belles infolettres comme les grandes marques. Mais la réalité, c'est que quand tu regardes les grandes marques, ben, qu'est-ce qu'elles font? C'est beau, mais c'est pas tout le temps bon pour l'expérience utilisateur. Donc, essayer d'aller reproduire à tout prix qu'est-ce que les grandes entreprises font, c'est pas tout le temps rentable. Donc, c'est pour ça que j'ai envie de dire, focaliser sur c'est avoir des gabarits qui sont déjà prêts, même si c'est pas super beau, mais juste être capable d'envoyer le bon message au bon moment en fonction des saisonnalités. Et là, tu vas être beaucoup plus pertinent. Mais à quel point c'est important, mettons, le gabarit? Est-ce que, tu sais, je pense à une cliente, entre autres, qui voulait faire du email marketing, puis elle a mis vraiment beaucoup l'emphase sur le fait d'avoir une infolette qui était belle. Est-ce que on veut que l'infolette soit belle? Est-ce que c'est vraiment important? Est-ce que c'est important que ça soit fonctionnel ou est-ce que c'est important que ça soit beau? Est-ce que c'est important que ça soit les deux? C'est quoi ton avis là-dessus? Pour vrai, ça dépend de l'industrie. Dans le vêtement, par exemple, tout ce qui est cosmétique, vêtements, c'est sûr que là, c'est important que ce soit beaucoup plus beau. Mais surtout, j'ai ajouté une nuance, pas nécessairement que ce soit beau. Il faut que on puisse comprendre ton brand rapidement. Pas nécessairement que ce soit genre super beau esthétiquement avec plein de design, mais par contre que ta brand ressort dans les couleurs, les polices, ça, c'est vraiment le plus important. Là-dessus, peu importe tu sais, l'investissement que tu mets en graphisme. Maintenant, pour la beauté comme telle, en gros, ça dépend. Je suis un peu mitigé là-dessus parce que ça dépend des industries, ça dépend des ressources. Je vais donner un exemple. Comme moi, je travaillais chez Le Balconnier. Au début, j'avais zéro ressource, donc j'étais la seule personne. Personnellement, tout ce que j'ai fait là, c'était juste des infolettes qui étaient purement écrites 100%. Écrites, je mettais parfois une image, c'est écrit comme une lettre de la présidente que j'envoyais aux clients. Et ça, c'est le genre d'infolettes qui fonctionne aussi. Donc, c'était pas tout le temps besoin d'être super beau, mais c'est juste s'assurer que tu sais, les gens ils comprennent c'est quoi la valeur. Donc, si tu commences et que tu n'as pas beaucoup de ressources, tu peux faire un gabarit, tu peux le faire aussi de façon très épurée. C'est sûr qu'en fonction des ressources que tu as, là, tu peux faire quelque chose qui est plus beau, mais l'important, c'est la constance. C'est un peu comme quand on parle de tout ce qui est création de contenu. Il faut accepter qu'au début, ça ne va pas être parfait, mais que, par exemple, si on est capable déjà d'en envoyer régulièrement, au fur et à mesure, bien là, la qualité va s'améliorer. Parfait. Tantôt, tu as mentionné quelque chose d'intéressant, que l'audience québécoise est susceptible aux messages des compagnies et qu'il fallait donner des messages en fonction des temps de l'année, des périodes et des offres. Et bon, te connaissant un peu, je sais que tu parles souvent de parcours émotionnel de la clientèle. Parle-nous un peu de ça, puis ce que ça veut dire pour toi. Donc, c'est sûr que bien comprendre le parcours client, justement, de sa clientèle, c'est ce qui permet vraiment d'être beaucoup plus pertinent auprès de son audience. En gros, c'est que, si, admettons, moi, je donne un exemple, je travaille avec une entreprise qui vend des tapis roulants, mais c'est acheter un tapis roulant à 1 200 $ ne prend pas autant de temps que acheter un vêtement à 50 $. Donc, le moment où tu vas envoyer, par exemple, ton message de remerciement, ton message pour aller collecter des UGC, donc User Generated Content, n'est pas le même que, par exemple, quelqu'un qui utilise son tapis roulant. Donc, c'est pour ça que moi, ce que je fais avec chacun de mes clients, c'est vraiment qu'on prend le temps pour créer une carte où littéralement je dis, OK, qu'est-ce qui se passe avant, donc comment la personne te découvre, comment elle compare justement ses options, qu'est-ce qui se passe pendant l'achat, après l'achat et comment justement elle partage son expérience. Et à partir de là, ça me permet de déterminer quelles sont les bonnes automatisations à envoyer au bon moment. Fait cool. J'enchaîne. Euh, Il y a un truc que je voulais absolument te parler, puis tu l'avais mentionné aussi quand on s'est parlé avant l'entrevue, là. Tu parles de promouvoir les post-lancement, ok? Puis je pense que c'est un concept qui est contre-intuitif dans le sens que quand on fait je pense à une compagnie de vêtements, entre autres, on fait un drop. Après ça, une fois que c'est la collection est droppée, je vais en parler une semaine, puis après ça, je passe à d'autres choses. Toi, dans ton contenu, t'en parles un petit peu aussi sur LinkedIn et tout. Tu parles du concept de post-lancement. C'est quoi l'importance de ça pour toi? Tu sais, je vais prendre l'exemple de l'industrie de l'événementiel. Je ne sais pas si vous avez remarqué, chaque fois que, par exemple, il y a un party, dès que c'est sold out, ils vont toujours l'annoncer pour justement jouer sur le FOMO. Je vais prendre un exemple qui me vient parfaitement, le festival Métro Métro de Olivier Primo. Donc lui, il le fait chaque année, puis ça, c'est vraiment l'exemple parfait. Chaque année, il annonce ses artistes, les gens sont là à dire, OK, il y en a qui aiment pas.
Puis à la fin, il montre, il dit, OK, le festival est terminé. Puis ensuite, il montre justement, regarde, voici qu'est-ce qui s'est passé. Là, cette année, il y a eu Drake qui est venu. Donc là, les gens se disent, OK, mais attends, j'ai manqué Drake qui est venu à Montréal. Donc moi, ce que je dis là, c'est fais un peu la même chose mais avec justement ton infolette. Comment? C'est qu'après que, par exemple, si tu as vendu toutes tes unités, ben annonce-le aussi. C'est montre, regarde, voici ce que tu as manqué, tu aurais pu mettre la main sur ces nouveaux vêtements, c'est sold out. Comme ça, là, on va créer justement un peu ce faux mot pour dire, OK, ben, prochaine fois, là, c'est ne rate pas ta chance. Parce que si, admettons, chaque fois, tu dis, OK, voici des nouveaux vêtements, mais qu'ils restent là indéfiniment, les gens vont se dire, OK, ben, j'ai pas de presse à acheter. Genre, je dis pas qu'il faut tout le temps jouer sur l'urgence, il faut pas non plus en abuser. Mais par contre, post-lancement, je sens le fait de montrer que, regarde, ça s'est vendu, il y a un engouement pour ces produits-là, ça va justement inciter les gens à acheter plus souvent lors de tes prochains lancements, que ce soit dans l'industrie du vêtement ou d'autres industries. Là. Y a-t-il des best practices pour toi sur de comment bien jouer sur le sentiment d'urgence? Là-dessus, je vais dire encore, ça dépend. Ouais, c'est une réponse qui va souvent, mais ça dépend bien sûr de quel type de produit que tu vends, à quel point tu fais des rabais aussi, parce que j'allais dans les mauvaises pratiques. Mauvaise pratique, c'est d'être tout le temps en rabais. C'est sûr que les gens vont tout le temps s'habituer à voir, OK, ben, si tout le temps en rabais, j'ai pas besoin d'acheter. Tu sais, je vais juste attendre que ton rabais soit plus bas, puis là, je vais acheter là. Un autre point, c'est aussi de tout le temps être à dire qu'il y a tout le temps une urgence. Mais si tu es tout le temps en train de chercher à vendre, c'est sûr que les gens vont pas être intéressés. Donc, c'est pour ça que dans une stratégie d'infolette, moi, ce que j'aime bien, c'est autant dire, OK, tu peux faire des infolettes pour promouvoir tes lancements, promouvoir des rabais, mais aussi parle de, je sais pas moi, des guides cadeaux, parle de justement comment utiliser les articles. Donc, ne pas tout le temps être en mode vente. Ça, c'est un truc, justement, pour Est-ce que pas être tout le temps dans l'urgence. est-ce que tu dirais que l'art est dans l'équilibre? 100%. Être dans l'équilibre, donc savoir mélanger autant dans une stratégie de contenu et réseaux sociaux, on ne veut pas tout le temps montrer son produit, mais c'est la même chose dans email marketing. Ouais. Fait que là, on rentre un peu dans le sujet qui fait feu en marketing depuis les dernières quelques années, le storytelling et l'importance du storytelling pour plusieurs raisons, dont clairement l'appartenance à la marque des clients. Est-ce que tu as des insights là-dessus pour nous? Alors, est-ce que tu peux appeler la fin de ta question? Est-ce que tu as des insights là-dessus? 100%, parce que le Québec, la particularité de notre économie, c'est qu'on est une économie de PME. Donc souvent, on parle de ces petites entreprises, donc chaque personne a sa propre raison, justement, de partir à son compte, partir en affaires. Moi, ce que j'aime faire avec mes clients, c'est surtout dans la séquence de bienvenue. L'erreur que je vois fréquemment quand je m'inscris pour faire des séquences de bienvenue pour, on va dire pour le plaisir, c'est que les gens vont juste t'envoyer un coupon rabais et là, ils terminent là. Donc c'est OK, j'ai le coupon rabais, puis il y en a qui vont parfois te faire une petite relance pour dire Hey, t'as pas utilisé ton coupon rabais dans un mode vente. Pourtant, mais les gens, qu'est-ce qu'ils aiment voir, c'est justement c'est qui est derrière l'entreprise. Pourquoi t'es parti en affaires. Donc moi, ce que je fais, c'est que ma séquence de bienvenue, moi, je la fais en 5 points. Donc premier, c'est là que tu offres ton lead magnet. Ton lead magnet, c'est ton email client, ça peut être un coupon rabais, ça peut être un e-book, ça peut être une série de vidéos, peu importe, c'est juste qu'il faut que les gens aient une raison de te donner leur courriel. Deuxième, en fait, ce que je viens faire, c'est que là, je présente l'histoire et les valeurs de la marque. Donc là, à partir de là, c'est là que tu peux vraiment créer une connexion plus émotionnelle avec ton client. Troisième, c'est là que tu viens expliquer le processus de fabrication. Parce que ça, c'est un truc, c'est tout simple, mais les gens aiment voir justement comment ça a été construit. Tu sais, la transformation de comment tu es parti de, je sais pas, de matériaux recyclés à une nouvelle chaussure, par exemple. Quatrième point, c'est là que tu joues sur le social proof. Donc là, la personne n'a pas encore acheté, tu dis, regarde, voici ce que mes clients disent sur ma marque. Ici, tu peux ajouter des photos, donc du UGC, c'est encore mieux. Sinon, tu peux juste prendre les avis de Google My Business, tu fais c'est un petit montage, tu montes tout ça pour justement jouer sur le social proof. Puis cinquième, c'est là que tu invites la personne à suivre sur les réseaux sociaux. Donc moi, c'est une structure que j'utilise, c'est pas non plus, tu sais, il y en a plusieurs d'autres, il y en a qui varient, mais moi, c'est une structure qui mélange autant un peu la vente, donc tu sais, on s'assure que la personne puisse acheter, mais aussi je m'assure de présenter l'histoire, sachant qu'au Québec, on veut pas non plus être trop pushy par rapport au marché américain, on est beaucoup plus agressif, mais là, je fais un mélange des deux. C'est intéressant que tu nous parles précisément de la séquence de bienvenue pour la fidélisation des clients, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'email marketing, on peut pas faire ça sans grosse liste de courriels. Puis toi, tu me dis le contraire, que non, c'est pour tout le monde. Dès que tu récoltes un courriel, tu as la chance d'appliquer le email marketing. Exactement. C'est ça qui est magique. C'est sûr que pour aller vraiment chercher un énorme retour sur investissement, c'est quand c'est sûr qu'avec plus de coins, là, on peut aller chercher beaucoup plus de ventes. Par contre, une fois que
si tu as déjà toutes les automatisations de base, donc là, je parle de c'est la séquence de bienvenue, tout ce qui est panier abandonné. Puis là, selon le logiciel que tu utilises aussi, tu peux avoir ce qu'on appelle le browse abandonment, le site flow, donc les gens qui font juste regarder ton site mais qui abandonnent. Là, il y en a plein d'autres aussi que je pourrais mentionner. Mais là, c'est là que le email marketing travaille pour toi. Donc là, il y a plein de petits, je sais pas, de petits scénarios où ton client il magasinait, il a abandonné ou il n'a pas complété un achat, que là, automatiquement, le logiciel peut dire, OK, ben regarde, j'envoie le message pour toi, ça a collecté les ventes, puis à la fin de l'année, ben, ça fait quand même des belles ventes sur tes états financiers. Stratégiquement parlant, Thierry, mettons qu'on se met hypothétiquement qu'on est le Black Friday. Là. Je sais que en fait, avant qu'on commence dans cette tangente-là, j'ai le goût que tu me parles d'un autre coup de circuit que tu as fait récemment pour le Black Friday. Je pense que tu m'avais parlé de ça. Si tu as fait une de tes entreprises que tu avais fait un Black Friday sans publicité avec juste du email marketing, puis ça avait quand même frappé fort. Ouais, Tu me ça, c'est parlais de ça? l'entreprise dont je parlais un peu plus tôt. Là. Donc, elle avait justement des dizaines de milliers de courriels. Donc, moi, en fait, le mandat, ça avait commencé par je mets en place les automatisations. Donc là, au début, ce qu'on allait faire, c'est on allait chercher quand même un 13% de ventes supplémentaires. Et en plus, ça s'est reflété aussi dans les conversions. Donc, on allait chercher beaucoup plus de ventes à partir de là. Puis ensuite, donc là, c'était le Black Friday. Ce qu'on a fait, c'était un premier courriel pour dire, regarde, prépare ton panier. Donc là, directement, moi, j'utilise Klaviyo là, pour tout ce qui est email marketing. Je pouvais voir le nombre d'ajouts de panier qui s'étaient faits. Je pouvais voir aussi en termes de chiffres potentiels ce qu'on pouvait aller chercher. Puis là, le jour du Black Friday, on dit, OK, là, maintenant, ton panier est prêt, va acheter, voici l'offre promotionnelle. Donc là, les gens sont allés acheter massivement. Et donc, c'était sans publicité. On allait chercher quand même plus que 50 000 $ avec un Black Friday, sans mettre un son en publicité. C'est quand même assez fort. C'est ce client-là que tu parlais tantôt. Ouais. C'est certainement très fort pour le coup que c'est du solide retour sur investissement. Là, on est content avec du 2 à 5 sur du Facebook Ads. Là, je m'ajoute pas à 50 000 pour un courriel, comment que ça a dû être rentable. C'est sûr que c'est une belle réussite. On a parlé d'une couple de best practices, Thierry. La séquence de bienvenue, la fréquence aussi. Y a-tu, j'ai le goût qu'on y aille en rafale sur les best practices. Y a-tu une taille requise pour un bon courriel? Suppose être long, suppose être court, suppose être fonctionnel. Bon, faut aller droit au but? Faut s'en mettre plus que le client demande? Comment tu ça par rapport à ça? Ça, c'est la question que je me fais tout le temps poser dans mes cours chez la fusée, c'est à savoir c'est quoi la longueur idéale pour un courriel. Et ce qui est drôle là-dessus, c'est que autant tu as des études scientifiques qui vont te dire que les longs courriels fonctionnent mieux, tu en as qui vont te dire le contraire, que les courriels sont beaucoup plus courts fonctionnent mieux. Et là-dessus, j'ai envie de dire, ça dépend de ton industrie. Donc moi, ce que j'aime faire plutôt, c'est, je vais aller m'inspirer, voir qu'est-ce que les gens font déjà dans l'industrie. Donc à savoir pour avoir une meilleure idée, puis ensuite, là, je peux adapter. Et c'est sûr que selon la taille de l'investissement, donc si je vendais des piscines creusées, mais là, c'est sûr qu'un courrier qui est peut-être plus long va mieux performer parce qu'il y a quand même plus de questionnements que le client se pose. Versus si je vendais du cosmétique ou des t-shirts, au contraire, tu pourrais juste, au contraire, mettre les produits, tu mets un petit titre et t'expliques un peu, tu sais, comment il a été fait le produit, là, rapidement pour aller chercher des ventes. Donc, c'est sûr que ça dépend de ça. Puis, il y a un point aussi important que je mentionne, il faut toujours considérer ce qu'on appelle l'équité de marque. Parce que souvent, il y a beaucoup de gens, je trouve, aux États-Unis, leurs infolettes, ça ressemble carrément à des pamphlets commerciaux. Parce que, bon, moi, je suis pas non plus nécessairement le plus fan, mais ça fait des belles infolettes. Et par contre, vu que c'est une marque qui a une équité très forte, donc les gens la connaissent déjà, donc les gens vont pardonner ces erreurs-là plus rapidement. Donc même si, d'un point de vue expérience utilisateur, c'est pas une infolette qui est amusante à naviguer, mais juste parce que la marque apparaît, les gens vont dire, OK, j'achète quand même. Donc c'est là qu'il faut s'en mélanger, puis honnêtement, la vraie réponse, c'est il faut le tester. Regardez qu'est-ce que les gens font dans votre industrie, testez, puis ensuite adaptez-vous. La vérité, c'est ça, ça dépend. Ça dépend de plein de facteurs. Puis genre, tu reviens souvent à ce mot-là, mais la vérité, c'est que ça dépend. Il n'y a pas une recette pour tout le monde. C'est la recette diffère selon les goûts de chacun, l'industrie de chacun, etc. Il faut pas tout le temps se mettre les mêmes ingrédients pour que ça puisse fonctionner. Qu'est-ce qu'un bon taux de clic aujourd'hui? Encore là, ma réponse, c'est encore ça dépend de l'industrie. C'est- C'est sûr que quand tu es au-dessus de, on va dire, 3%, tu as quelque chose qui est quand même assez intéressant, mais tout dépend. Il y a des industries où c'est beaucoup plus fort, il y en a qui c'est beaucoup plus faible. Ce que je peux donner comme conseil là-dessus, parce qu'en termes de design, ça c'est une erreur que je vois beaucoup de gens vont faire, c'est que quand tu ouvres ton affaire sur cellulaire, la majorité aujourd'hui des emails sont ouverts sur un cellulaire. Les gens vont parfois faire un très beau design, mais par contre, le bouton d'appel à l'action, lui, va être un peu plus bas.
Donc là, les gens vont devoir scroller pour ensuite se dire, OK, là, je peux aller visiter la page. Donc moi, ce que j'ai envie de dire, c'est quand tu montes ton infolette, assure-toi que même si tu veux faire le plus beau design possible, mais que ton bouton soit accessible rapidement. Deuxième point aussi qui me vient en tête, là, puis ça va jouer sur le taux de clic, c'est surtout tout ce qui est lié avec la taille des images. Parce qu'il y en a aussi souvent qui font des beaux photoshoots avec justement des mannequins et tout. Là, tu as des photos qui font 3 mégaoctets. Ils mettent ça directement dans l'infolette. Là, qu'est-ce que ça fait? C'est que parfois, OK, ça prend plus de temps à loader. Dans certains cas, ça peut même jouer sur ta délivrabilité. Donc, ça peut faire en sorte que tu ne vas pas te rendre dans la boîte de réception. Donc, là-dessus, ajustez-vous à. Moi, j'ai envie de dire, pour avoir 150 kilobytes, 300 kilobytes maximum. Et encore là, on peut réduire. L'avantage avec Klaviyo, c'est que là, je parle de Klaviyo, ils ont justement une fonction qui va te dire si ton message va se rendre dans les boîtes de Google. Ils vont dire est-ce que tu risques d'être clippé, donc est-ce que ton message va être coupé par Google ou non. Donc ça, c'est une bonne façon justement de valider est-ce que tes images sont trop lourdes ou non. C'est passionnant. Dernière question sur le best practice, puis après ça, je te laisse aller, Simon. C'est quoi, parce que selon moi, l'affaire la plus importante pour débuter un courriel, là, selon mes croyances, là, je te laisse me défaire mes croyances allègrement, c'est toi l'expert, mais dans ma tête, le titre, c'est l'affaire la plus importante pour commencer. Qu'est-ce qu'un bon titre? Un bon titre, c'est court, pas plus que 10 mots. Tu peux intégrer des emojis, mais ce n'est pas obligatoire. Ça, je veux quand même le mentionner, là, parce que si, admettons, tu es une marque qui est quand même très sérieuse, tu as un ton, on va dire, plus corporate, tu n'es pas obligé de mettre des emojis. Oui, il y a des études qui vont te dire que les emojis augmentent les taux d'ouverture, mais ce n'est pas obligatoire. Deuxième point, c'est aussi, c'est pas tout le temps, mais tu peux parfois intégrer des personnalisations. Donc, parfois, le prénom de la personne, ça peut aussi augmenter ton taux d'ouverture. Puis un autre truc que je vais mentionner, c'est tu as le titre, mais il y a un truc qui est souvent négligé, c'est le texte d'aperçu. Parce que tu as le titre qui est 10 mots, où là, tu peux justement jouer sur, tu peux poser des questions, parfois tu peux teaser la personne sur qu'est-ce qui va être dans le courriel, mais le texte d'aperçu, c'est souvent comme 160 caractères. C'est là que tu peux aussi contextualiser qu'est-ce qu'il y a dans le message. Et ça, c'est quelque chose que les gens oublient fréquemment. Cool. Je pense que je lisais une infolette de HubSpot dernièrement sur le email marketing et les emojis. Je suis content que tu as parlé de ça. Que, la pieuvre, c'était le emoji avec le plus gros taux d'ouverture sur les courriels. Arrête. Puis moi, j'étais là à me dire, ouais. Puis j'étais là à me dire, ben là, je vais pas me mettre à intégrer des pieuvres dans tous mes courriels, là, genre, comment, je fais ça, d'où ils sortent ça, les marques, etc. C'est quand même intéressant, puis d'où viennent, comme tu dis, les tests, tester tout, c'est important parce qu'on sait jamais, des trucs super contre-intuitifs comme ça, parfois ça marche. Moi, je veux ramener la conversation plus locale, dans le marché québécois, là, tu as quand même des gros insights là-dessus. Tu parles beaucoup de personnaliser la marque. C'est quoi tes trucs en email marketing pour personnaliser la marque, pour créer un sentiment d'appartenance chez les gens? Là-dessus, moi, je vois ça en plusieurs points. Il y a tout ce qui est lié avec le fait de gâter ses meilleurs clients. Donc là, la segmentation, ça, c'est un point qui est super important en marketing parcours. Donc, tu peux prendre, admettons, toutes les personnes dont le panier moyen ou le nombre de dollars dépensés équivaut à 5 fois ton panier moyen. Donc, si, admettons, ton panier moyen est de 100 dollars, mais que, on va dire, Justin et Justine ont dépensé pour 500 sur ta boutique en ligne, mais là, tu peux dire que ça, c'est des clients VIP. Ou bien tu peux aussi dire les personnes qui ont dépensé plus que 5 fois, donc qui ont acheté 5 fois sur ma boutique, eux, je les mets comme des clients VIP. Donc, ces gens-là, comment justement tu peux créer un sentiment d'appartenance? C'est tu peux les avertir d'avance sur tes prochains lancements. Tu peux aussi leur demander les avis. C'est-à-dire, OK, mais qu'est-ce que tu aimerais voir dans les prochains lancements? Là, c'est sûr que ça demande quand même un certain travail là, pour gâter ces meilleurs clients, mais par contre, le retour sur investissement que tu peux aller chercher avec ces gens-là est quand même super important. Puis, un point que je vois aussi de plus en plus, c'est les marques qui font des concours avec leurs abonnés. Je pense à, mettons, la marque Evive, qui vend des cubes, des cubes glacés avec des différentes saveurs. Donc, on peut mettre autant dans des smoothies que dans des dîners dans certains points. Eux, parfois, ils vont faire des concours à dire, regarde, seulement pour les gens qui sont dans la follette, si tu fais ton achat telle journée, ben là, tu cours la chance de gagner tel produit. Donc ça peut être aussi des choses justement pour créer un sentiment d'appartenance avec ces gens-là, ou même aussi, tu peux demander tout simplement à tes clients, mais envoie-moi des photos ou des vidéos de tes produits. Parce qu'on sait, autant avec tout ce qui est TikTok Ads, tout ce qui est Pinterest Ads aussi, on le voit là, tout ce qui est montrer justement les vidéos qui viennent d'utilisateurs ou parfois d'acteurs aussi, donc UGC, mais il y a aussi le AGC, ben là, on peut justement avoir du contenu publicitaire
à faible coût. Puis si tu as un produit qui n'a pas de récurrence, comment tu utilises le email marketing? Parce que là, tu parles d'aller rechercher des ventes avec de la clientèle existante, là. On sait que ça coûte moins cher qu'aller chercher un nouveau client. Mais si ton produit n'a pas de récurrence, Dans le cas où ton produit n'a pas de récurrence, ce que tu veux, c'est t'assurer que tes clients, ils profitent pleinement du produit et aussi cultiver le bouche à oreille. Donc, si, admettons, je prends l'exemple de la marque Montréal Weight, je suis leur infolette, là, je trouve que c'est super bien fait. Eux, ils vont te donner des trucs justement pour, admettons, c'est mieux améliorer ton cardio, comment justement prendre de la masse. Parce que, tu sais, j'achète une fois un tapis roulant. Tu sais, j'ai pas envie d'acheter ça à chaque année, là, c'est quand même, c'est quand même quelques centaines de dollars pour acheter ça. Donc là, ils te montrent, OK, ben voici comment c'est bien entretenir, des choses comme ça. Donc ça, c'est une partie pour ceux qui ont un produit qui est non récurrent. Soit tu peux montrer aux gens comment utiliser ton produit, ou bien, si tu as un programme d'affiliation, ça aussi, c'est une chose que tu peux mettre en place. Là, c'est sûr que ça donne un peu plus de complexité. Tu vas avoir les bons logiciels, puis ça s'intègre bien avec ton email marketing. Mais ça peut justement aider que tes clients actuels t'aident aussi à aller chercher de nouveaux clients. Et pour ceux qui ont un produit qui est récurrent, mais ça va aussi des séquences de réachat. Donc, si, admettons, je vends des paquets de bonbons et qu'il y en a 30, mais là, je dis, OK, peut-être aux 15 jours, mettons, si tu manges tous les bonbons, là, après, ça dépend si tu es gourmand ou non. Mais là, je peux dire 15 jours plus tard, est-ce que tu as fini tous les bonbons? Mais regarde, tu peux en acheter à nouveau. Tu as parlé tantôt de Clavio, c'est ce que tu utilises pour, mainly. Mais pour mes clients en e-commerce, c'est Klaviyo que j'utilise. C'est que chez La Fusée, j'enseigne avec MailChimp. Je pense que MailChimp, ça reste. C'est une bonne solution pour débuter. C'est sûr que il faut mettre en contexte que MailChimp, c'est un peu comme un couteau suisse qui a été fait pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, si tu veux commencer from scratch, tu fais ça tout seul, vas-y avec MailChimp. Par contre, moi, la raison pour laquelle j'aime Klaviyo, c'est que tu peux vraiment tout automatiser et de façon très, très poussée. Donc moi, c'est pour ça que j'utilise avec chacun de mes clients. Ça, on peut faire beaucoup plus de choses en termes d'automatisation, aller chercher un meilleur retour sur investissement. Est-ce que j'ai entendu dire que Clavio était très fort sur l'intégration de Shopify? Est-ce que Clavio est pertinent pour d'autres industries Je sais que que si le tu as tout ce qui est e-commerce? WooCommerce, BigCommerce aussi, ça s'intègre bien. Donc là, généralement, c'est que Klaviyo s'intègre très bien avec les différentes grosses plateformes e-commerce. Après, il faut quand même aussi faire ses recherches, à savoir, tu sais, jusqu'à où. Ça, c'est que la majorité de mes clients sont sur Shopify. Donc après, là, j'ai eu peut-être un seul client sur un WooCommerce où là, justement, il y a peut-être certains trucs qui vont pas aussi bien fonctionner. Donc sur Klaviyo, il y a la séquence Add to Cart. Donc tu peux envoyer un message personnalisé lorsqu'une personne clique sur le bouton d'ajouter au panier mais n'a pas complété son achat. Que ça, avec Shopify, ça peut le faire sans problème rapidement, mais qu'avec WooCommerce, par exemple, là, il faudrait que tu passes avec un développeur et que tu connectes ça avec des clés d'API. Donc là, ça demande un peu plus de développement. Dans tous les clients qu'on a chez WebNC, je pense qu'il y a presque personne qui utilise le même logiciel de email marketing. Lesquels sont à éviter? Que je puisse en parler à mes clients, là, tu sais. Faire jouer J'avoue que j'ai pas nécessairement de nom de logiciel à éviter. Là, vite comme ça, j'en ai pas. Je vais reformuler la question parce que là, j'avoue que j'ai pas en tête qui m'en viennent pas. J'en ai pas qui m'en viennent en tête rapidement comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut éviter dans un logiciel d'email marketing? J'aime Je ça. vais la reformuler autrement. Donc, tu sais, il y a certains cas, ça c'est l'erreur que je vois, c'est qu'il y a des logiciels qui ne font parfois que l'infolettre. Donc, ils vont vraiment miser sur le fait que c'est des belles infolettes, mais par contre, il n'y a aucune automatisation et ça ne s'intègre pas bien avec ton site. Donc, si, admettons, quand tu regardes justement dans les fonctionnalités, ça ne s'intègre pas nativement avec ton site web, ça c'est à éviter. Surtout pour un commerce en ligne, tu as vraiment besoin que ton logiciel d'email marketing et ton site travaillent main dans la main. Ça, c'est un premier point. Deuxième truc, c'est tout ce qui est lié avec la personnalisation. Donc, est-ce que tu peux, admettons, intégrer nom, prénom? Est-ce que tu peux aussi segmenter ta base de données? Parce que la réalité, admettons, je prends l'exemple de MailChimp. La segmentation que MailChimp offre varie en fonction de combien tu payes. Eux, ils ont plusieurs, justement, ils ont plusieurs, comment dire? Ils ont plusieurs, j'ai oublié le mot, des tiers. Des tiers, là, je sais pas comment dire en français comme tel. Donc, si tu prends le tiers le plus cher, ben là, effectivement, tu peux être ultra segmenté, mais si tu prends le forfait en standard, là, tu es quand même beaucoup plus limité. Là. Donc là-dessus, moi, je recommande. C'est sûr que si tu commences, tu n'as pas non plus besoin d'être dans la segmentation. Par contre, si tu as une grande base de données, ben, tu veux pouvoir faire ça. puis dernière petite question pour toi. As-tu une segmentation d'audience préférée,
ton secret sauce, ton audience qui te rapporte toujours à travers tous tes comptes, et peu importe l'industrie, qui donne du bon retour? J'adore. J'ai pas nécessairement une audience qui va toujours plus rapporter. Par contre, ce que je peux dire, si tu commences un email marketing, tu veux avoir une audience avec les gens engagés et les gens qui ne sont pas engagés. Parce qu'il y a aussi un point qui est important, là, autant qu'en email marketing, tu n'as pas un algorithme un peu classique à la Facebook et tout. Par contre, mais si tu envoies tout le temps ton message à des gens qui ne sont pas engagés, éventuellement, mais ce que ça envoie comme message à Gmail et Outlook, c'est de dire, OK, ben, si tu envoies un message et que personne l'ouvre, c'est que tu n'es pas pertinent. Donc, je vais peut-être te mettre dans la section spam. Donc, moi, ce que j'aime faire, et là, ça, je recommande à tout le monde, c'est vraiment d'avoir un segment pour les gens qui ne sont pas engagés, un autre segment pour les gens qui sont beaucoup plus engagés. À partir de là, ça, c'est déjà une bonne façon de commencer. Par la suite, tu peux aussi aller avec les gens qui achètent régulièrement versus ceux qui n'achètent pas souvent. On va wrap up, mon cher Thierry. Merci pour tes beautiful insights. J'ai juste le goût avant ça, avant qu'on se laisse, de te demander qu'est-ce qui s'en vient pour toi. Tu me disais en entrée de jeu juste avant que tu avais pas mal de mandats qui s'en viennent. As-tu des projets aussi qui s'en viennent? C'est quoi ces gros mandats-là? Peux-tu nous en parler un petit peu? Absolument. Donc là, de mon côté, c'est sûr que c'est mon offre. J'ai deux offres. En fait, j'ai une offre qui est vraiment purement email marketing où j'aide les gens avec les automatisations de la folette. Et j'ai une qui est tout ce qui est vraiment la stratégie. Stratégie, on va dire 360. Là, bon. Je fais pas de l'affichage média dans la rue, donc c'est pas vraiment 360. Donc, pour moi, un bon stratège, c'est quelqu'un qui est quand même capable d'exécuter, de comprendre chacune des choses. Donc, c'est pour ça qu'en ce moment, ce que je suis en train de faire avec une cliente, c'est vraiment prendre TikTok Ads pour voir justement comment ça s'incorpore dans l'univers d'une marque. Donc là, je me suis acheté la formation de Social Savannah. Là, donc, je passais dizaines d'heures à l'université à apprendre ça. Là, je suis en train d'essayer. Et surtout, voir comment la publicité s'intègre bien aussi avec l'email marketing. Ben, je donne un exemple, là, puis ça, je vais pas prendre plus de temps là-dessus. Quand je fais maintenant mes comptes Facebook, moi, j'aime bien aussi avoir une publicité qui va servir uniquement à aller prospecter, aller chercher des courriels. Donc, si tu as une offre promotionnelle, ben là, tu connectes ton Facebook Lead Ads avec ton logiciel d'email marketing. Et là, la publicité va juste aller chercher des courriels en continu. Et là, tu peux quand même aller chercher, dans certains cas, c'est un ROAS qui est assez intéressant. C'est sûr que ça va pas être immédiat. C'est pas comme une publicité d'acquisition qui va aller chercher vraiment des nouveaux clients. Mais vu que là, tu as ta séquence de bienvenue avec 5 courriels, avec le temps, là, tu vas voir qu'il y a des gens qui achètent de plus en plus grâce à ces séquences-là. Et ensuite, là, c'est des gens qui viennent justement continuer, qui vont faire grandir ta base de données. Donc là, je le fais avec Facebook Ads. J'ai des bons résultats. Là, je suis en train d'apprendre avec TikTok Ads, voir qu'est-ce qu'il est possible de faire, vu qu'au Québec, il n'y a pas tant d'agences qui offrent TikTok Ads présentement, puis c'est pas non plus. C'est quelque chose d'assez nouveau. Donc là, je me dis, OK, je vais apprendre ça. C'est sûr que ce n'est pas un truc que je veux offrir 100%, mais par contre, je me dis qu'un bon stratège se doit quand même de pouvoir comprendre chacun des éléments. J'adore ça, je résonne et je suis d'accord à 100% avec ça. On veut te jaser, Thierry, on s'en va où pour faire ça? Je suis principalement sur LinkedIn où je publie pas mal chaque jour depuis le début de l'année 2023. Là, donc, Très bon contenu en passant. merci. Donc, c'est LinkedIn, Instagram et YouTube aussi. C'est un gros merci pour ta participation, Thierry. On se rejoint bientôt. Merci. Hello, j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous avez aimé le podcast, on vous invite à aller laisser un petit avis ou vous abonner sur Spotify ou Apple Podcasts pour nous aider à le faire connaître. On se voit la semaine prochaine pour une autre belle conversation avec un nouvel invité. À bientôt!